Ça y est, les fameux mandrins sont arrivés. Donc le mandrin expansion avec les pinces. Donc fraîchement déballé, il y a encore la graisse dessus enlevée. Et donc on a ici, donc c'est très simple le principe, je vais l'ouvrir, démonter pour vous montrer. On a 10 pinces de différentes dimensions, pour un peu comme les pinces standard porte-fraise, les porte-pinces, donc pour les diamètres intérieurs, sauf qu'ici au lieu de travailler sur l'intérieur, on travaille sur l'extérieur. Même principe à l'envers. Donc pour ça, on a l'axe central, donc la pièce centrale, la pièce principale, je dirais, qui est ni plus ni moins qu'un axe, donc avec un côté droit, un côté en V, donc en V, en cône plutôt. Il existe différentes versions avec cône morse à l'arrière aussi. La plupart sont d'ailleurs en cône morse à l'arrière, et c'est le seul que j'ai trouvé qui était avec un cône droit, avec un axe droit, une queue droite. Donc ce qui permet de l'utiliser dans un porte-pince par exemple, et surtout dans le mandrin, puisque dans le mandrin 4 morse je peux pas utiliser, je peux pas serrer un cône morse, vu que je dois me centrer. Donc j'ai trouvé cette version là qui avait l'arrière cylindrique. Ensuite on a ici des petits ergots, des rainures ici, et les pinces ici par exemple, on va prendre une, et également taillée en cône femelle à l'intérieur. Donc elle rentre dedans ici, les petits ergots là rentrent dans les creux ici, et en serrant la bague autour, ça va écraser vers le bas notre pince qui va tout simplement l'écarter, puisqu'elle est rainurée comme une pince ER par exemple. Tac, tac, une rainure après l'autre, en haut en bas, ce qui l'écarte de façon similaire des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle va rester cylindrique. Elle va pas devenir conique, donc elle va autant serrer à l'avant qu'au milieu qu'à l'arrière. Donc elle s'expanse droite. Donc on les met là-dedans. Le mandrin, c'est donc la partie qui se visse, qui cerne, a simplement un épaulement et un endroit pour tenir la pince, c'est tout, avec un filetage. Donc on la met dedans comme une pince ER, c'est pareil. On a un trou excentré ici qui est décalé du centre, juste pour glisser ça dedans pour qu'elle reste dedans. Et on vient mettre ça dessus. Arrivé au bout, on fait attention de centrer les ergots et on peut serrer. Et en serrant ici, le cône descend. En desserrant, ça nous le dessert, ça le pousse vers le haut, et voilà. Très simple, et ça va permettre de prendre facilement le piston. Est-ce que c'est la bonne taille? Voilà, donc là on peut prendre dessus un piston qui a à rectifier, on peut le serrer ici. Donc là, le tenir c'est trop dur, c'est très gras, mais ça tient tout de suite très bien dessus. Donc ça permet d'utiliser, on peut l'utiliser pour tout ce qui est pièces fines par exemple, qui sont difficiles à tenir dans un mandrin. On peut utiliser ça. Donc ça, on fait un trou central qui a un sou, bien sûr à condition qu'il y ait un trou central, qu'on vient mettre là-dessus et on peut travailler dessus. Donc avant, si on a un alésage d'un diamètre différent à faire, plus grand par exemple, on va d'abord faire un alésage dans notre pièce pour le diamètre de la pince, qui va nous permettre de le tenir, travailler l'extérieur, la face et ce qu'on a à faire, et après on fera seulement l'alésage interne. Donc ça c'est un super outil, très utile. Donc là on n'a besoin d'aucune action sur le bout, ce qui permet d'utiliser ça pour les pistons. Et bien sûr il faudra le mettre sur le mandrin 4 morts, puisque les trous des pistons ne sont pas concentriques avec l'extérieur des pistons. Donc pour ça que je voulais à tout prix un bout cylindrique droit à l'arrière. Voilà, on a donc un diamètre, je crois, de environ 14 mm à 20 mm de battement, donc on peut utiliser avec ces pinces. C'est pas énorme, c'est sûr, mais c'est ce qu'il me fallait, hein. J'avais vraiment pas le choix que d'utiliser ça. Dans le principe, elles sont pas si compliquées. Si on peut faire de la rectification interne et externe avec un traitement thermique, on peut refaire des pinces. Donc ce sera un projet pour un jour quand toutes les machines seront prêtes, mais c'est pas pour tout de suite. Donc ça vient de chez RC Machine, vous le trouverez chez RC Machine, qui est un vendeur spécialisé dans les outils de ce type, donc dans l'usinage, tout ça, et ils ont des prix relativement corrects, et j'ai toujours été servi de façon très rapide et sans problème. Donc j'ai commandé déjà plusieurs fois chez eux et pas de souci. Donc voilà pour le mandrin.
nouvelle acquisition qui sera très utile dans l'atelier. Et on va donc maintenant devoir fabriquer la pièce d'adaptation pour adapter le mandrin 4 morts sur le porte-pince ER40 avec la pince de 25. Donc pour pouvoir utiliser nos pinces, comme dit, il va falloir adapter le mandrin 4 morts sur un faux plateau en quelque sorte, qui convertira ce diamètre là, qui fait 82,55 il me semble, qui convertit ce diamètre là vers un diamètre de 25 pour le mettre dans le porte-pince. Donc ça fait un peu lourd pour le porte-pince peut-être, enfin non, diamètre 25, il n'y a pas de souci, hein, c'est quand même, c'est pas très lourd un mandrin 4 morts, mais de toute façon ça tourne pas à des vitesses très importantes puisque ça tourne à la main, donc vitesse très lente, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Et en CM4 c'est quand même relativement rigide. Donc il faut faire un plateau qu'on va faire à l'aide d'une pièce, d'une chute que j'ai ici et d'un axe qui est ici. Donc on va presser ça là-dedans, puisque j'ai pas du tout l'intention d'utiliser une chute énorme pour faire ça, puisque j'ai rien de toute façon en bonne taille. Donc si j'avais fait ça en une pièce, il aurait fallu une chute droite, longue comme ça, et réduire tout ça en diamètre pour arriver à ça, ce qui est totalement inutile, puisque on peut presser ça dedans avec une force très importante sur la presse. Dont je suis certain à 100% que ça bougera pas et que ça remplira parfaitement sa fonction. Donc, première chose à faire, comment on va faire ça? Alors, pour faire ça, c'est relativement simple. On va utiliser en premier les morts inversés. On va mettre ça dans le mandrin. On va déjà surfacer l'arrière, qui est la première opération. Enfin, surfacer l'arrière, même pas, on fera ça plus tard. On va déjà s'occuper de l'alésage. Donc dans un premier temps, avant de mettre la pièce là, on va charioter celle-ci. Donc dresser la face et charioter sur une distance quelconque ici, hein, supérieure à l'épaisseur en tout cas, ici. Pour avoir un diamètre fixe sur lequel on peut se baser pour l'ajustement à la presse. Donc on fera également un point de centre qui sera mis ici. Le point de centre, il faudra en mettre un de chaque côté de toute façon. Et on va ensuite, une fois qu'on a fait un diamètre précis ici, on va faire le diamètre central. Donc l'alésage, on va le ramener à la bonne taille pour faire un ajustement fort à la presse. Ensuite, une fois que ce sera fait, on pourra presser notre pièce dedans. Une fois la pièce pressée, on pourra ensuite tout simplement venir dresser la face arrière, faire le point de centre à l'arrière en mettant ça dans le mandrin à plat. Comme ça on aura un point de centre bien centré par rapport à cette pièce pour l'instant, et surtout un dressage parallèle, même si c'est pas spécialement important. Donc ensuite on pourra, une fois que ce sera fait, on pourra percer un trou, un des 4 trous déjà, donc de fixation du mandrin. Alors pourquoi? Tout simplement pour on va utiliser ce trou comme toc d'entraînement. Donc on y vissera une tige filetée ou une vis de cette manière dedans, hop, dans le trou. Ça nous fera, donc on peut la visser par l'autre côté ou plutôt un morceau de tige filetée avec un boulon d'arrêt, un écrou d'arrêt. On visse ça dedans et on aura un toc d'entraînement. Et on pourra ensuite travailler entre pointes. Donc en travaillant entre pointes, ça va nous permettre de faire toute l'opération d'usinage de chariotage pour ici, donc réduction du diamètre puisque la plaque est trop grande, et pour l'axe. Ce qui nous permettra d'avoir une pièce parfaitement concentrique entre la partie ici et l'axe. Donc il n'y aura pas de faux rond entre les deux, ce qui est très important. Et en plus de ça, on pourra tourner notre pièce de l'autre sens ensuite pour dresser la face ici et avoir quelque chose de parfaitement, une face perpendiculaire à l'axe. Donc ce qui est très important aussi. On arrivera, en raison de la pointe, on n'arrivera pas à dresser la face jusqu'au bout, ça c'est tout à fait normal, mais ça n'a pas d'importance puisque comme on peut le voir, on a un trou relativement grand au milieu qui nécessite rien du tout. Donc ça gênera pas. Et on pourra à ce moment-là venir
dresser la face et on aura une pièce parfaitement concentrique, perpendiculaire dans tous les sens. Et ça sera une pièce très précise. Ensuite, on pourra percer les trous restants, tarauder et mettre ça en place. Voilà à peu près le plan de fonctionnement, le processus que j'aimerais mettre en place. Bon, on va donc faire la face, le surfaçage, et enfin le dressage et le chariotage. Parfait. Plus aucune trace. Alors là, je sais pas ce que c'est comme acier, hein, c'est que des chutes, ils sont pas référencés, rien du tout. Par contre, je constate que c'est un acier qui s'usine très très bien déjà. Ça se remarque tout de suite. Hein. On voit directement la formation du copeau, que l'usinage est très beau, très beau fini, très bon. C'est pas miroir bien sûr, mais c'est tout lisse, il n'y a aucun stri, rien du tout. Là, je suis très, j'aimerais bien savoir ce que c'est comme acier du coup, parce qu'il s'usine très très bien. C'est même un plaisir à faire. Bon, on va donc maintenant passer à faire un nettoyage sur la partie externe et on viendra voir le diamètre qu'on a. Il n'y a pas de diamètre précis à respecter, mais c'est quand même mieux d'être sur un diamètre fixe, quelque chose, un chiffre rond on va dire. Comme normalement je crois que c'était un brut de 30, ça serait bien d'être à 29 ou 29,5 à la limite. Enfin, mais éviter les chiffres trop farfelus parce que ça complique un peu, ça augmente le risque d'erreur. Alors effectivement, je confirme, c'est un super acier pour l'usinage. Il s'usine vraiment bien, on a un copeau vraiment, on le sent bien au bruit et puis au fini. Hein. Donc là j'ai fait l'avance, j'utilise l'avance manuelle hein, puisque j'ai pas utilisé l'avance automatique pour les petits objets comme ça. On peut voir le super fini que ça donne. C'est absolument excellent. Très très content de cette petite chute qui ressemblait à rien avant. Donc assez tendre, hein, donc on sent bien que ça rentre très bien, très facilement dedans. Donc là une plaquette à coupe plutôt, arête de coupe plutôt positive. Et très très bien, vraiment je suis très satisfait. En tout cas c'est pas de l'XC48 ça c'est sûr. Donc on va maintenant prendre une mesure de diamètre. Ok, donc on est à 29,69. Euh, 69, donc au pied à coulisse. Hein, donc on va essayer d'arriver aux environs des 29,50. Donc 29,50, on va prendre quelques passes. Hein, donc, alors comment je procède en général? Je fais une passe pour enlever, pour se rapprocher de la finition au maximum, et après si nécessaire je fais une toute petite passe de finition. Donc là de toute façon c'est tous des passes de finition parce que le peu qu'on a enlevé c'est pas considéré comme de l'ébauche. Donc là je suis à 69,70, donc il me reste 0,20, un tout petit peu moins de 0,20 à enlever sur le diamètre. Donc on va prendre 0,9 puisque on est au centième gradué, donc je peux pas prendre 0,9, 0,95, donc on va prendre 0,9 et voir où ça nous ramène.
Donc on devrait directement être bon à peu de choses près, puisque comme dit, c'est pas une passe très importante. Donc on se remet à 0. Donc jamais oublier de se mettre à 0, bien sûr. Donc à la passe précédente, je me suis mis à 0 quand j'ai pris ma passe. Donc là, je suis maintenant à 0 sur ma visu, ça veut dire que je suis exactement à la passe que j'ai prise ici. Et on va prendre 0,9 de plus, ce qui devrait nous ramener très très proche de la cote finale. Voilà, 0,9 et je remets à 0 et je prends ma passe. Parfait. Donc là, c'est des passes relativement faibles, normalement plus faibles que ce qui est censé être pris ex tutti, mais on peut voir le fini est vraiment tip top. On prend notre mesure et on est, voilà, comme prévu, 29,51. 29,51. Alors, je sais pas si on voit quelque chose ici. C'est de vous montrer ça. Si on arrivera à lire 29,51. Donc comme j'ai dit, il fallait enlever un tout petit peu en plus, mais on est dans le centième, c'est parfait, on va s'arrêter là, puisque ça ne nécessite pas plus de précision. Donc 29,51, on peut essayer avec notre micromètre, puisque c'est une mesure qui sera beaucoup plus précise avec les micromètres. Donc déjà, on vérifie que tout est propre, autant la pièce que les touches du micromètre. Voilà, donc 29,50, donc c'est exactement ce que je voulais voir, parce que on peut lire entre les graduations, et on voit bien qu'on est à 29. Non pas tout à fait 51, mais entre les deux, voilà, comme je disais. Donc on peut, il aurait, pour être arrivé juste, il aurait fallu enlever 0,95, mais la visu étant graduée en centième, on enlève 0,90. Voilà, donc là on est vraiment entre les deux, c'est vraiment une tolérance de seulement 5, à peine un peu plus de 5 microns, ce qui est parfait pour ce type d'usage, ce qui est même déjà très précis. Voilà, donc maintenant je vais mettre le mandrin et je vais faire mon trou de centre. Alors encore une fois, j'aime beaucoup usiner cet acier là, on a vraiment, c'est vraiment top, un régal à usiner, vraiment, je peux pas dire autrement, c'est le top. Voilà, j'ai donc mis le mandrin et ramener la contrepointe. Alors surtout on ne sort pas la pièce du mandrin vu qu'on vient d'usiner ici, et on a donc cette partie là qui tourne parfaitement rond maintenant avec la broche puisqu'on vient d'usiner. Et on va maintenant tout de suite dans la foulée percer le point de centre, comme ça on aura un point de centre parfaitement concentrique avec l'extérieur ici. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc toujours bien serrer la contre-poupée avec l'écrou de serrage et non pas avec le levier rapide pour ce genre d'opération de précision, puisque ça assoit beaucoup mieux la poupée sur le banc. Et on va donc maintenant percer le trou. Voilà, donc j'en ai fait le trou et là encore on remarque que c'est un super acier hein, pour l'usinage, c'est vraiment top. On peut voir la qualité de la finition du trou. Alors c'est vraiment, je suis content d'être tombé sur cette chute là parce que ça va donner un super résultat. Donc alors petite précision, on peut si on peut faire un gros point de centre, comme là j'utilise quand même un forêt à centrer assez gros, si on a l'occasion de faire, faut le faire parce que ça va permettre de beaucoup mieux tenir la pièce dans la pointe tout simplement. Donc bon, après voilà. Chose importante, forêt à centrer, on veut bien sûr toujours dépasser le premier l'avant-trou ici, donc on veut aller sur le,
puisque l'avant-trou est simplement un dégagement pour le bout de la pointe, et c'est seulement le cône qui est derrière qui servira d'appui. Alors il faut le faire assez profond. Par contre, on veut surtout jamais dépasser le maximum. Si on vient plus loin que le cône et qu'on arrive sur la partie droite, on n'aura plus un trou conique, on aura une partie droite et ça reposera juste sur une fine arête qui sera un point de centre loupé. Voilà. Alors si ça arrive, bien que ça ne devrait pas, mais ça peut arriver pour des raisons X ou Y, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est utiliser une taille au-dessus. Donc venir avec un, si on n'est pas allé trop profond bien sûr, refaire avec un fourré à centrer d'une taille au-dessus. Donc il pourra rattraper l'erreur. Ok, on va donc maintenant enlever la pièce. On va vérifier, on va prendre l'autre pièce, la deuxième, donc la flasque. On va changer les morts, on va mettre les morts inversés. On peut inverser cela, mais c'est plus rapide d'enlever, de mettre l'autre jeu. Et on va usiner l'autre pièce. On va faire l'alésage au diamètre. Donc ici, on va mettre 3 centièmes de moins que le diamètre ici à peu près. Ce qui fera un bon, peut-être même 4 centièmes de moins, ce qui fera un bon pressage. Mais avant de faire ça, on va encore chanfreiner la partie ici, ce qui sera nécessaire pour amorcer le pressage, puisqu'il faut un petit chanfrein. Alors, un chanfrein ici, on va faire un chanfrein pas trop à 45, mais un angle plus faible, pour que le cône soit plus long sur ce côté-là, puisque le but c'est d'aider à presser dedans. Donc on va mettre ça comme ça. Alors pas trop grand non plus. Hein. Voilà, donc là c'est mon outil pour le chanfrein. Je vais donc pivoter et on va faire un petit chanfrein ici. Voilà, on a un très beau chanfrein. Encore une fois, hein, le métal s'usine super bien. On est donc prêt pour l'alésage. J'ai mis une barre à léser avec bout HSS. On va voir ce que ça va donner en HSS, si ça passe bien ou pas. Donc HSS, vitesse de coupe relativement faible. Et donc là on est à peu près 200 tours minute, ce qui devrait être parfait. Donc on va faire un essai, on verra ce que ça donne. Ok. Donc c'est clair, ça ne s'usine pas aussi bien que l'autre, hein, ça je m'en doutais. Mais c'est pas mal. On a donc bien... faites attention à ces copeaux quand même, c'est relativement coupant. J'ai tendance à y aller avec les doigts, mais c'est une mauvaise idée. Donc on va se rapprocher du diamètre. Et ensuite je mettrai ma petite... pièce, ma petite barre à léser à plaquette carbure pour faire la finition. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on peut enlever grossièrement assez rapidement. Voilà. Donc je vais faire ça hors caméra, ça prend un peu de temps à faire quelques passes là. Et rien de bien spécial. Ça y est, la pièce est usinée. Donc on a fini, pas génial mais pas vilain non plus. Un petit chanfrein ici, on est au bon diamètre. Hein, donc ça, rien de bien spécial. J'ai utilisé la barre à léser à plaquette carbure pour y faire ma passe après la barre normale. Alors pourquoi utiliser une barre HSS au début? Tout simplement parce que l'HSS se réaffûte facilement, donc je peux le réaffûter. Le carbure, il faut changer la plaquette, ce qui est beaucoup plus coûteux dans l'ensemble. Donc utiliser un outil HSS pour l'ébauche peut être intéressant, l'ébauche entre guillemets, hein, c'était pas de la grosse ébauche, mais ça peut être intéressant. Puisque user un outil HSS ne coûte pas très cher, puisqu'on peut le réaffûter un bon nombre de fois. Et après, pour la finition, je préfère utiliser le carbure qui donne un meilleur résultat selon le type d'acier. Alors ça, c'est un de ces aciers qui me pose toujours un peu problème, entre guillemets, puisque j'arrive jamais à avoir un fini correct. On va voir ce que ça va donner sur le reste, mais ça me semble être un de ces type XC48 ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus dur celui-ci, je sais pas. On va voir ce que ça donnera de l'autre côté. Alors peut-être c'est simplement les vitesses de coupe qui sont pas assez rapides. Je suis assez limité avec ce tour.
par rapport à la vitesse de rotation, de peut-être tourner plus vite. Donc en général c'est ça. Mais bon, peu importe, on est sur des finitions très très correctes par rapport à ce qui est nécessaire. Ça donne une belle pièce tout de même. Donc je vais enlever ça. Donc on a parfaitement atteint les 29,47 qui nous donnera un bon pressage pour ici. Donc on peut voir que ça commence à peine à s'engager. Il y aura il faudra pas mal de force, je pense, pour le mettre dedans. Alors comme l'acier ici est plus tendre, il va former, je pense, une petite bavure là-dessus et enlever un peu de matière là-dessus au pressage. Donc on se retrouve sur la presse. On est sur la presse, c'est donc mis ça en place, donc pas besoin de loctite, tout ça. Hein. Là on a quand même un pressage important. Et on va voir à combien sera le pressage. Pour l'instant ça rentre relativement bien. Et c'est parfait. Ça y est, c'est pressé dedans, proprement dedans, donc bien fortement, c'est donc impeccable. Donc là j'ai pas fait attention à combien c'est rentré exactement avec ce mano là, il est un peu bizarre. Mais on a quelques tonnes de pression, hein. Donc là on peut être sûr que ça bougera plus. Parfait, on va donc maintenant passer nouveau tour et on va ajuster ça comme il faut. Donc après avoir pressé la pièce dedans, on a besoin de se centrer dans le mandrin, donc sur la partie usinée que j'ai exprès laissée plus longue d'avant, donc qu'on a fait en premier. On a pris ça dans les morts et on vérifie qu'on tourne bien rond. Alors on est dans le centième de millimètre, donc on tourne dans un centième de concentricité par rapport à ici. Donc pourquoi? Tout simplement pour refaire la même opération à l'arrière. Donc on va surfacer et venir percer un centre, un deuxième centre ici qui servira lui aussi bon, pour tenir entre pointes. Donc si on est bien centré ici, on aura un centre qui sera bien concentrique par rapport à l'autre centre de l'autre côté. Ce qui nous évitera d'avoir trop de perpendicularité sur ce côté-là. Donc rien de spécial, hein. Donc on a vérifié, j'ai mis plusieurs positions avant de trouver une position où ça tourneront. L'idéal serait un mandrin 4 morts au pire, hein. Donc voilà, c'est allé assez rapidement. On va donc faire en premier le point de centre ici, puisque c'est mieux pour l'outil. Voilà, c'est pas mal, on peut retirer la poupée. On a maintenant un deuxième centre parfaitement placé. Et là, je vois plus grand chose parce que les lunettes sont pleines de buée. On a une de ces chaleurs ici, donc il y a vraiment une canicule énorme. On a 37 degrés à l'ombre. Depuis déjà maintenant 3-4 jours, ça commence vraiment à être très très chaud. Mais autant mon atelier est très froid en hiver, autant il reste bien frais en été. Donc là j'ai que 22 degrés, donc je suis plutôt content d'être ici. Donc on va maintenant passer à au dressage. Alors bien sûr c'est la partie arrière, je veux dire il n'y a pas, je vais replacer la caméra comme il faut. Il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir un dressage parfaitement nickel. Puisque de toute façon c'est la face arrière qui sert à rien. Il y a juste le centre qui est très important. Le reste à la limite c'est pas d'une grande importance. Donc on va dresser ça. Et c'est parfait. Très propre, très beau fini. J'adore usiner ce métal là. C'est vraiment, ça s'usine super bien. Voilà, on va donc maintenant changer donc les morts du mandrin.
Je vais y installer ma pointe en acier doux, donc celle que j'utilise, que je resurface à chaque fois que je la mets là-dedans, et la pointe dure tournante de l'autre côté. Mais avant ça, on va tracer et percer les trous dans la partie là. Donc un trou qui va servir à l'entraînement, au toc d'entraînement, qui va servir de toc d'entraînement, et aussi qui servira bien sûr après pour fixer le mandrin. Donc on va tout de suite faire ça au bon endroit, on va tracer tout ça et faire ce trou. Alors j'ai fait hors caméra le marquage et le perçage taraudage, hein, c'est rien de bien spécial. Il y a assez d'autres vidéos où vous pouvez me voir faire du taraudage et perçage. Donc j'ai pas fait ça en caméra. Donc très simple, j'ai fait mes marquages au réglé, j'ai mesuré, j'ai mis du rouge pour bien voir les traits. Je les ai pointés et je n'ai percé un. Donc dans celui-ci que j'ai taraudé, j'ai tout simplement inséré une tige filetée qui dépasse pas de l'autre côté avec un léger un peu de place pour pouvoir usiner, et un contre-écrou, voilà. Et donc celle-ci va servir de toc d'entraînement. Et quand on travaillera de l'autre côté, on l'inversera. J'ai mis la pointe que j'ai surfacée, donc j'ai passé un coup à 30 degrés pour faire une pointe à 60 degrés parfaitement concentrique avec le mandrin. Et elle est bien serrée dedans et je peux y insérer maintenant de cette manière ma pièce. On va donc ramener la contrepointe qu'on va ajuster. Hop. Alors celle-ci on doit l'ajuster pour qu'elle soit relativement loin, pour simplement avoir suffisamment de mouvement pour arriver jusqu'au bout avec notre... donc je veux arriver... on va essayer d'arriver jusque là à peu près, puisqu'il faudra peut-être orienter l'outil différemment. C'est pas mal. Ici, voilà, comme ça. On la rapproche, hop, et on la bloque. Et on vient ramener, hop. Si on voit bien là, le chariot. On va être toujours obligé de laisser sortir assez long, pour que tout ça soit bien propre. Là je vois déjà un petit copeau. Voilà, c'est parfait. Tout est bien propre. Alors pour la tension, l'ajustement est très simple. Donc laissez-moi mettre ça un peu mieux. Voilà. La tension c'est simple, on ajuste ça très bêtement. Ici on peut voir que c'est libre, que si on le met par ici ça fait un peu limite, c'est trop facile, ça tombe. Ce qu'on veut c'est juste suffisamment de tension pour le bloquer. Voilà, donc là on n'a pas beaucoup de tension mais c'est bloqué et on peut bloquer le reste. Hop, on met ça contre le toc contre ici et ça tourne. Et on peut travailler entre pointes. Alors la difficulté qu'il y a quasiment à chaque fois entre pointes, c'est de ramener l'outil suffisamment proche ici pour travailler. Donc il faut déjà laisser dépasser l'outil un peu plus, donc on va régler ça. On va venir dépasser ici, hop. Puisque là je suis au maximum dedans, ce qui n'est pas forcément intéressant. On peut largement sortir plus avec ce type d'outil qui est une section de plus de 20 mm de section. Parfait. Et maintenant on peut vérifier qu'on arrive jusqu'au bout, donc on peut usiner ici. Au moment où on sera trop près au niveau du diamètre, si ça suffit pas, on peut soit mettre notre tourelle en travers pour gagner un peu de place, ou alors la technique, mettre ça droit, la technique la plus classique consiste tout simplement à mettre un outil à gauche de l'autre côté. Donc faire ça en deux fois, utiliser l'outil, alors je vais vous montrer ça. Hop.
J'ai ici le même type d'outil, donc pour les mêmes plaquettes, mais de l'autre sens. Donc celui-ci viendra parfaitement ici. Ou alors, deuxième solution, c'est d'utiliser un outil long de ce type-là. Une plaquette comme ça. Donc là, on peut arriver jusqu'au bout facilement et on peut l'incliner de cette manière-là. Si on l'incline de cette manière, on peut travailler tout le long sans que ça pose problème de ce côté-là. Un peu. Voilà, donc là, on peut travailler toute la longueur. Donc c'est une solution. On va une fois commencer avec ça, puisque la plaquette là me plaît bien. Donc c'est une bonne chose. Ok, donc tout est prêt. Je vais replacer la caméra et on va commencer. Voilà, donc l'angle est normalement bien placé et on va donc commencer par ramener au diamètre déjà à peu près similaire à celui-ci, puisqu'on veut après descendre jusqu'à 25. Donc on pourrait éventuellement laisser un petit épaulement ici, on verra selon comment que je trouve ça bien. Et voilà une belle passe de prise. Donc là on a pris 2 mm sur le diamètre. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui je ne veux pas prendre trop avec le toc qu'on utilise ici. Donc on ne veut pas mettre trop de force. Et comme dit, cet acier s'usine tellement bien. Donc on peut largement y aller. Pour une mesure de routine, 28-12, donc même pas, hop, 28,05. Ok. C'est là qu'il est intéressant, qu'il serait intéressant d'avoir des pieds à coulisses pour gaucher, puisque ça existe. Ça nous faciliterait bien l'usage ici. Voilà, donc on est à 28,05 et on veut aller à 25. Donc il nous reste encore les 3 mm à enlever, donc 1,5 sur le rayon. Donc je vais faire les autres passes hors caméra, la même chose, c'est répétitif. Alors j'ai fait mes passes, donc là je suis parfaitement à 25 mm ici, c'est donc parfait, c'est ce que je voulais. Mais je constate deux trois petites choses intéressantes. Donc cet acier là, super, hein, ça s'usine du tonnerre, c'est le top. Par contre, celui-ci, c'est le genre d'acier où j'ai toujours les petits soucis de finition. Et là, comme j'ai un diamètre plus grand, je me suis dit, je vais faire quelques essais. Et on peut voir qu'ici, la finition est parfaite sur le dessus, mais pas géniale sur le côté. Alors pourquoi? Ici, j'ai tourné à des vitesses relativement faibles. Et sur la partie externe, j'ai d'abord fait une passe à une vitesse assez faible, donc comme je fais d'habitude, comme j'ai fait ici. C'était pas génial. C'était le même fini qu'ici, un peu mat, strié un peu. Et je me suis dit, allez, je vais essayer. J'ai mis la vitesse maxi du tour, et j'ai fait ma passe. Et là, par contre, c'est absolument nickel. Donc là, on a une super finition, vraiment propre, vraiment impeccable. Ça pourrait pas être mieux. Donc mon problème de finition n'est pas dû aux plaquettes ou quoi que ce soit. C'est dû à la vitesse de rotation. Donc plaquette carbure, il faut tourner beaucoup plus vite. Le problème, c'est que sur les petits diamètres, j'ai beau tourner au maximum, je suis limité à peu près à même pas 1000 tours minute avec ce tour, ce qui est beaucoup trop lent. Alors c'est dommage parce que la broche est capable d'aller jusqu'à 2000, elle est prévue à l'origine pour tourner à 2000 tours minute. Mais toute la partie basse du tour, donc le pied avec le moteur et la boîte, n'est pas d'origine de ce tour là. C'est d'un mammouth standard donc ça c'est un mammouth junior qui est venu après le mammouth standard. Le mammouth standard étant identique physiquement, mais il a à la place des roulements de broche, il a des paliers en bronze. Donc les paliers bronze sont limités en vitesse, on ne peut pas tourner trop vite. Et c'est pour ça qu'il tourne plus doucement, parce que le bas vient d'un ancien modèle. Et voilà pourquoi.
Mais c'est pas bien grave, hein, les soucis de finition, c'est facile à rattraper au papier de verre ou n'importe, donc c'est pas le problème, c'est juste par envie de savoir pourquoi. Donc on va tourner, je vais faire un essai sous caméra, on va tourner à fond et je vais faire la petite partie ici, voir ce que ça donne, ça, si c'est bien, si c'est mieux ou pas. Donc, hop. Effectivement, c'est beaucoup plus lisse. C'est pas encore tout parfait. J'ai peut-être avancé un peu vite. Mais quand même, hein, donc là, rien à voir avec avant. Là, c'est tout rugueux, on le sent bien au doigt. Ici, on sent plus rien du tout. Mais c'était plus flagrant quand même sur le dessus. Hein. Le dessus, là, c'est beaucoup plus flagrant. Mais bon, peu importe, c'était par curiosité. Et je suis bien content d'avoir trouvé, je pense avoir trouvé mon petit souci de finition. Mais c'est pas le plus important. Bon, on va maintenant pouvoir, donc la partie arrière est terminée. Je vais encore essayer de faire un chanfrein ici et après je vais pouvoir passer de l'autre côté. J'ai donc remis ma pièce de l'autre sens, donc j'ai bien nettoyé, fait très attention que les pointes soient propres, que les points de centrage dans la pièce soient complètement propres. Et j'ai installé un top plus long, donc c'est un petit fileté, donc beaucoup plus long, donc attention à ne pas mettre trop d'efforts de coupe, donc on va faire des passes relativement faibles. De toute façon on n'a pas beaucoup à enlever ici. Donc on va faire une première passe de surfaçage pour rendre le plateau parfaitement plat et surtout parfaitement perpendiculaire à notre axe d'entrepointe. Donc ça c'est très important. Alors surtout entre les deux opérations, on ne bouge pas la pointe, c'est-à-dire on bouge juste le fourreau bien sûr pour enlever et remettre la pointe en place, mais on ne bouge pas la contrepointe du banc, sinon on aura forcément une petite différence de diamètre, d'alignement. Voilà, donc on est prêt. Je vais donc faire comme dit une petite passe, donc je vais faire celle-ci sous caméra. On va à peu près s'arrêter là hein, pour juste avoir assez de dégagement par rapport à la pointe, donc on va voir où ça nous ramène à vide. Puisqu'au milieu c'est pas important, comme je l'ai expliqué, il y a de la place au niveau du mandrin, voilà on peut s'arrêter juste ici, c'est parfait. Donc on veut rendre la pièce bien plane et perpendiculaire, que la face soit perpendiculaire à son axe, ce qui est très important. Donc je vais faire un passage léger et ensuite tout simplement je vais faire mon petit épaulement à la bonne taille, il faut que je mesure de nouveau là-bas, qui va permettre d'ajuster et d'aligner mon mandrin. Donc je vais vous montrer ça sous caméra ici, hein, puisqu'il n'y a rien de spécial. Et le reste, ça sera fait hors caméra. Donc il y a juste à enlever un petit peu plus parce que sinon ça commence à être long sur la vidéo. Et j'ai plus beaucoup de place sur la carte. Voilà une première passe rapide. On peut voir qu'à haute vitesse ça marche beaucoup mieux, hein, il n'y a pas à dire. L'état de surface est meilleur que ce qu'il était avant. Donc on va encore prendre une très légère passe. Et ça sera bon. Voilà, je vais donc faire le reste hors caméra et je vous prends quand c'est fait. Et voilà, mon épaulement est terminé. Donc comme dit, hein, j'ai pas fait beaucoup plus que ce que je vous ai montré. J'ai juste arrivé à la bonne taille. Et donc pour illustrer comment on procède, j'ai simplement fait une entrée dedans, donc jusqu'à la profondeur que je veux, en laissant un dixième par exemple pour la finition. On rentre dedans en laissant également bien un dixième pour la finition de ce sens, sur le chariotage. Et une fois qu'on y est, on prend le dixième restant, hein, et après on ajuste, on vérifie qu'on est bon et on ajuste selon si c'est bon ou pas.
Donc là c'est pas mal. La finition est pas aussi belle que j'aurais voulu. Alors ça a donné un très bon résultat sur le diamètre extérieur. Par contre ici sur le dressage c'est moins flagrant. Mais c'est pas grave, hein, c'est très largement utilisable. Donc en théorie on est sur le bon diamètre extérieur. Alors maintenant on va voir si c'est pas bon, on peut toujours reprendre un peu. Alors là c'est un très bon exemple de tournage entre pointes, puisque là on utilise vraiment l'entrepointe comme il se doit, puisqu'on a dû tourner de l'autre sens pour faire un côté et l'autre côté, et on peut enlever la pièce et la remettre dedans en gardant exactement les bonnes positions. Donc c'est vraiment un bon exemple de tournage entre pointes. Donc ça a des gros avantages, surtout dans ce cas-là, ça me facilite beaucoup la vie sur ce projet. Ok, je vais donc le sortir et voir ça sur le mandrin. Bon, c'est fait. J'ai donc nettoyé, enlevé la pièce et on a le mandrin ici. Et on a un ajustement parfait, légèrement dur, donc vraiment de précision. C'est impeccable, ça tourne à peine dedans. Et c'est un peu dur à enlever, c'est impeccable. Donc du deuxième coup, le premier coup je vous ai montré juste la séquence juste avant celle-ci. J'ai sorti, j'ai mis dedans, ça rentrait difficilement. J'ai donc juste remis dessus, j'ai passé un très léger coup à la lime, vraiment hop, 2 coups dessus et on y est. Là c'est un ajustement absolument, je peux pas espérer mieux que l'ajustement que j'ai là. Là on est sur le top. Bien que effectivement le centrage ne soit pas le plus important, puisque comme je l'ai dit, c'est un mandrin 4 morts. Hein. Donc moi le paramètre que je pense être le plus important là-dessus, qui est le plus important, c'est la face avant. La face avant doit être parfaitement perpendiculaire à l'axe. Ça, c'est quelque chose de très important. Sinon, pour le reste, je veux dire, c'est un mandrin 4 morts. Voilà, donc il me reste à percer les 3 trous restants à faire. Et notre pièce est terminée. On pourra ensuite voir pour mettre tout ça sur la futeuse et faire ma petite rectification des fameux pistons de la pompe. Alors, donc... on est de retour à l'établi et j'ai mis ma pièce en place, donc on va déplacer les pinces qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Et on a notre mandrin ici et on peut voir la pièce qui est bien dedans, donc qui rentre un peu dur, donc il faut un tout petit peu l'appuyer. Et on sent bien que il n'y a aucun jeu et que c'est bien solidement dedans. Alors, petite précision sur la partie... donc j'ai refait les marquages au pointeau, hein, ils étaient encore visibles, donc j'ai enlevé que très peu ici. Petite précision sur le fameux acier qui s'usinait tellement bien là. J'ai un peu effectué quelques recherches et comme je pensais, c'est un acier, je pense, hein, c'est un acier de décolletage, donc spécialement conçu pour l'usinage en série, l'usinage rapide, tout ça. Donc pour des facilités, pour usinabilité améliorée. Donc, son seul défaut, on va dire, c'est qu'il est relativement doux. Hein. C'est entre doux, mi-dur, selon les sortes. Donc c'est pas un acier qu'on va utiliser pour n'importe quel usage, puisqu'il est assez tendre. Mais par contre l'usinabilité est excellente. Donc la nuance qui à mon avis se rapproche le plus est le S300 PB qui est de ce type là, donc spécialement conçu pour ça. Alors la différence c'est qu'il contient déjà du soufre, ce qui va nettement améliorer l'usinabilité. Il contient du manganèse, ce qui va améliorer très nettement l'état de surface, qui donne un état de surface parfait, et il contient du plomb, qui va lui donner une lubrification naturelle, on va dire, de la pièce. Donc là, le plomb, on le remarque bien, à cet effet de... On a l'impression de rentrer dans une matière très tendre, alors que c'est pas forcément le cas. Même si c'est pas très dur, mais on a vraiment l'impression de rentrer dans du plastique, presque dans du beurre, hein, je veux dire. C'est tellement... Ça rentre tellement bien dedans, et le copeau, la forme du copeau fait un peu penser, montre bien qu'il y a du plomb dedans, c'est ce que je pensais tout de suite, à mon avis c'est le cas. Bon, c'est très faible, hein, c'est maximum, je crois, 0,20%, 0,20 ou 0,10, je sais plus, en tout cas c'est très très faible, ou 0,2. C'est très faible.
et ça améliore grandement l'usinabilité. Donc S300PB, c'est une référence que je vais essayer de trouver pour faire quelques essais et voir si effectivement c'est le cas. Donc tout ce qui est XC48, XC38, donc les C ou aussi appelés C35 par exemple, sont pas spécialement bons pour l'usinage. Ils ont une bonne résistance mécanique, ils sont capables de prendre la trempe, mais pour l'usinabilité c'est assez moyen. Ça fonctionne bien bien sûr, mais on n'a jamais un très bon état de surface, sauf à tourner très très vite sur des machines CNC ou plus récentes. Mais bon, donc il est pas cher et ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà pour ce morceau de métal. Donc je pense déjà avoir pas mal avancé là-dessus. Je suis content d'avoir trouvé, d'avoir fait pris le temps de faire quelques petites recherches. Donc c'est très dur dessus. Hop. Et on va maintenant, donc je vais percer les trous hors caméra, rien de spécial. Hein, je mets dans le pose sur les taux, tac tac tac, on perce. Et on fait le taraudage. Donc c'est pointé, je perce à 6,8 mm pour un filetage M8. Et voilà, j'ai percé les trous, j'ai taraudé, rien de bien spécial. Et j'ai vissé dessus. Donc là maintenant on a notre mandrin qui est adapté. Et je pense pas que ça bougera avec le pressage qu'on a fait. Donc à la presse ça tient très bien, il n'y a pas de choses spécifiques. Hein. Si c'est bien précédent, ça bouge plus. On peut voir, on voit même plus la jonction vraiment. Alors c'est vrai que l'acier de décolletage n'est pas des plus adaptés pour faire un axe de ce genre parce qu'il est un peu tendre, mais ici c'est pas un truc à usage intensif, je vais m'en servir plutôt rarement. Hein. C'est plus une pièce de dépannage qu'autre chose. Hein. Bon, bien sûr, maintenant il pourra servir à mettre le mandrin ailleurs sur une broche. Alors c'est pas prévu pour les rotations rapides, hein, c'est prévu pour des faibles vitesses de rotation comme ici, donc à la main ou à la visseuse pour la rectification. Hein. Donc c'est vraiment pas des vitesses élevées. Mais ça fonctionne bien, donc je suis plutôt satisfait du résultat. Et on pourra maintenant donc mettre notre arbre ici dedans et notre piston. Donc il va falloir que je prépare la machine là-bas, donc je vais mettre une meule, tout ça, on va voir sélectionner quelle meule je vais utiliser. Alors l'idéal serait une meule standard, où on vient sur la périphérie de la meule, comme une rectifieuse cylindrique, mais je pense pas que je vais pouvoir utiliser cette solution, parce que j'ai pas assez de... C'est une infûteuse, hein, c'est pas une rectifieuse, donc j'ai pas assez de place sur le côté pour mettre ma broche perpendiculaire à la meule. Donc l'axe de ma broche est plutôt d'origine parallèle à la meule et non pas perpendiculaire, puisqu'elle est plutôt faite pour utiliser des meules assiettes ou meules coupelles. Donc je vais voir ce que j'ai en meule assiette. Du coup on aura, pour illustrer, ma broche sera de ce sens là et ma meule, on va prendre la brosse là par exemple, ma meule sera sera comme ça. Donc j'ai pas beaucoup de place, comme dit, pour venir de ce sens. L'idéal serait d'avoir une meule comme ça, hein, donc qui prend sur la périphérie et venir de ce sens là avec ma broche, avancer, reculer ici, à tourner en même temps. Donc toujours sens opposé de la rotation de la meule. Donc la pièce doit tourner du sens opposé à la rotation, sens de rotation de la meule, ce qui va donner la rectification standard. Que de l'autre sens ça sert à rien forcément. Comme je disais, de ce sens là je pense pas pouvoir le faire puisque j'ai pas beaucoup de place pour, mais de ce sens là il n'y a pas de souci puisque ma glissière fonctionne de ce sens là. Donc il faut utiliser une meule coupelle qui prend sur la face avant, donc c'est une fine arête qui prend et on vient rectifier là dessus en tournant aussi. Voilà. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Alors il faut essayer parce que des meules coupelles, il faut voir ce que j'ai en grain. Alors je vais utiliser un grain très fin, le plus fin possible pour donner cette finition propre et très fine. Hein, c'est vraiment très lisse, donc je vais essayer de trouver une meule qui permet ce fini. Donc je sais pas ce que j'ai. Alors je sais que j'ai des meules vertes, mais elles sont prévues, normalement les meules vertes sont prévues pour affûter le carbure, mais il me semble en avoir qui sont très très fines, donc je vais voir si je peux utiliser celle-ci pour dépanner, ça fonctionnera très bien.